Bonjour à vous tous, amis de Canalys, amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver. Patrice Jean pour vous servir pour notre émission Culture Business, l'émission du samedi qui se veut une émission à vocation économique, une émission pour se poser des vraies questions sur des sujets qui nous concernent, qui vous concernent, faite pour les chefs d'entreprise, ceux qui sont en devenir, mais aussi pour ceux qui souhaitent aussi faire une reconversion ou tout simplement qui sont salariés et qui souhaitent un peu analyser le fonctionnement économique de notre pays. Alors aujourd'hui, un thème très cher à notre assemblée, puisque nous allons parler des associations de loi 1901. Nous allons exceptionnellement aussi ouvrir l'antenne. Vous qui êtes de l'autre côté, si vous souhaitez participer, ça sera le numéro 0590 96 10 10. Le numéro va être rappelé aussi par notre ami Yann. Une émission interactive avec de nombreux invités. Nous allons essayer modestement aujourd'hui de poser la problématique suivante: comment sauver les associations loi 1901? C'est un terme qui certes est polémique, mais certaines associations sont dans ces difficultés énormes, puisque nous avons un certain nombre d'éléments qu'on avait dans le passé. La question du bénévolat, c'est une question qui est centrale, qui se pose, vous l'entendez ici et là, que le bénévolat se raréfie, les vocations se raréfient, et qu'on a l'impression que dans l'association, c'est toujours les mêmes qui travaillent. Et la problématique sociale aussi dans notre pays, la paupérisation, invite ces associations soit à être des soupapes, comme celles dans le domaine culturel, servent justement à permettre que ce peuple reste debout, comme nous l'a dit, et d'autres associations œuvrent au quotidien pour récupérer des enfants, pour se battre. D'autres s'occupent des personnes âgées, d'autres gèrent les familles, la parentalité, d'autres se battent il y a des groupements d'entreprises aussi pour être plus forts. Il y a énormément. Le domaine du sport, les associations sont très présentes et c'est un tissu qui est essentiel, on va le dire, essentiel au bon fonctionnement de notre pays. Alors, pour ce faire, plusieurs invités. D'abord présenter nos chroniqueurs et ceux qui vont arriver en cours. Alors je vais d'abord honneur aux dames. Francine, comment tu vas? Très bien, merci. On te veut dire que on comprend ce sujet-là, ça pourquoi? Parce que c'est fruit à association sportive, culturelle, ORESE, tout le monde connaît. Donc vraiment, les associations ont un rôle important dans l'éducation des jeunes, important. Et comme tu disais, le bénévolat. Peut-être qu'il faut réfléchir, repenser les choses pour les associations aujourd'hui. Voilà, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, c'est ça, modestement, repenser un peu la chose. Steve, comment tu vas? Ça va, ça pourrait aller mieux, mais bon, on se bat. C'est un petit peu plus cher. La situation économique est très difficile en ce moment, donc comme on dit, alors je ne sais pas si c'est peut-être la saison touristique a été écourtée, ou bien le problème lié à la grève des planteurs, mais la situation n'est pas facile actuellement, mais bon, on se bat. Hein. Tu es là pour ça et tu es fort pour ça. Oui. Voilà, donc Steve, que je précise, qui est expert comptable. Et donc, si vous souhaitez faire appel à lui, vous pourrez en fin d'émission. Alors, on va présenter nos invités. Monsieur Claude Philomet. Claude Philomet. De l'association France Assos. France Assos Santé. Et d'autres, parce qu'il y a une longue casquette. Oui, d'autres encore, tu as bien raison de le dire. Comme France Aimé, moi j'ai été bercé très tôt dans le mouvement associatif, mais actuellement, je réserve, n'est-ce pas, mon énergie et mon expérience que j'ai acquise dans tout ce parcours associatif à travailler au niveau du social, plus particulièrement du sanitaire et du médico-social. Ce qui fait que je me retrouve actuellement à la tête d'une union d'associations qui s'appelle France Assos Santé, et je vais au cours de l'émission vous dire exactement ce que nous faisons. Combien d'associations dans l'union? 14 associations. Des associations qui sont impliquées dans des pathologies, dans des affections, dans des maladies chroniques, mais j'aurai l'occasion de vous dire quelles sont ces associations-là. Vous avez vu le monsieur arriver à toutes ses feuilles et tout ça? Seigneur. Alors, monsieur Citadel Charles, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, bonjour toutes les invités et tous ceux qui regardent la télé.
Voilà. Donc, vous êtes en monde qui a fait association de vous aussi, vous faites là-dedans. Oui, tout à fait. Introduit en association dès l'âge de 10 ans avec le père, qui est décédé d'ailleurs, et Armel Cabo, qui nous a mis en association très tôt, avec l'écho du Tam Tam, le War, Zéphyr, des associations qui n'existent plus, mais qui étaient tremplées pour nous quelque part. Et actuellement, je suis le président de la fanfare municipale de Sainte-Rose, et je suis membre de plein d'autres associations encore. Donc en principe, toutes les associations de Sainte-Rose, voilà, je suis dedans, et j'ai créé aussi plein d'associations. Voilà, c'est un monsieur qui était sur la zone de Sainte-Rose, était un maître à penser déjà, parce que c'est surtout ça, et un créatif aussi, pur créatif, qui a conçu pas mal des éléments et des associations dans tous les domaines pratiquement. Hein. L'exemple, c'est Radio Sophia Altitude. Voilà, c'est justement, c'est le membre créateur de Radio Sophia Altitude. Ils étaient deux, et c'est eux qui ont créé Radio Sophia Altitude, et on ne le rappelle pas assez. Ouais. Radio Sophia Altitude, c'est comme 38 ans, presque 40 ans. 40 ans déjà. Voilà. Donc ça annonce un peu la couleur. On va partir du côté téléphone, Yann, dès que tu es prêt, avec M. Théophile, avec lequel, qui justement lui aussi est président d'une association qui est plus que centenaire et qui sont en AG. C'est la raison pour laquelle il ne sera pas avec nous en plateau. Mais dans le cas, c'est appelé au téléphone, puis dis-nous des mots, parce que l'association des cuisiniers, c'est une big association, très très grosse association qui a fait un travail extraordinaire. Et nous t'es bien envie de savoir qui ça a fonctionné. Après, et surtout là où c'est en boucle qu'on Théophile avait aura ça pour venir diriger une association comme ça. Et nous que parler de ça, hein, parce que là, l'idée c'est de faire un panorama très large. C'est bon. Alors, Ronnie Théophile, bonjour. Allô. Allô, oui, j'entends. Oui, allô. Oui, bonjour Ronnie. Bonjour. Merci d'avoir joué le jeu de l'appel aujourd'hui. Voilà, donc d'abord j'aimerais justement te permettre de te présenter, si c'est possible, puisque surtout présenter l'association qui est l'association des cuisinières. Je rappelle que vous êtes en AG aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas avec nous en plateau, mais nous dire deux mots pour ceux qui ne connaissent pas cette association et qui tu es, et ensuite je te poserai quelques questions. Alors bon, l'association des cuisinières, c'est une association maintenant vieille de... Allô? Oui, on t'écoute. Voilà, donc je disais que l'association, bonjour d'abord à mes auditeurs de la Guadeloupe, à mes téléspectateurs de la Guadeloupe, et bien des choses. Et donc l'association des cuisinières vous salue aussi, et puis heureux aujourd'hui de faire en assemblée générale pour perdurer la tradition. Et c'est d'abord le but de cette association, perdurer la tradition culinaire, vestimentaire et un peu plus loin notre culture en général. Association créée en 1916, aujourd'hui 108 ans, 108 années d'existence. Extraordinaire. Association à but à la loi de 1916. Hein. D'abord, ça a été une tontine, puis ensuite une mutuelle avec en son sein l'association. Mais à la dissolution des petites mutuelles, l'association a pris le pas. Et c'était une mutuelle qui venait en aide à ces sociétaires, puisque bon, il faut savoir qu'en 1916, il faut dire qu'en 1913, il y a eu des prémices, mais ça n'a pas tenu. Et ça a vraiment pris forme en 1916 à la place Camille des Moulins. C'est parti comme ça, autour des funérailles, une petite boîte pour aider celles qui ne pouvaient pas honorer les dépenses funéraires de son mari, et donc c'est de son époux, et la jeune veuve. Donc les gens de maison, ils étaient des bonnes à madame, qui travaillaient au centre-ville, chez les notables de la ville. Donc se sont donc réunis sous forme de tontine pour aider. D'abord se sont réunis pour collecter avec une petite boîte en fer blanc, un petit argent pour aider celles qui étaient en souffrance. Puis après, c'est devenu une tontine, et puis la tontine c'est devenu une mutuelle quand ils se sont entourés des notables qui savaient ce que c'était que les lois, parce que pour dire que c'était des gens qui ne savaient souvent ni lire ni écrire, mais qui étaient des femmes intelligentes, et elles ont créé cette tontine qui est devenue la mutuelle, et avec en son sein l'association des cuisinières. La mutuelle a été dissoute, l'association a pris le pas, et aujourd'hui, nous sommes très heureux de fêter le 10 août le 108e anniversaire de l'association des cuisinières. C'est pas chose toujours simple. Alors, on imagine, justement. Alors, mais justement, Ronnie, est-ce que la dimension sociale, la dimension des mutuelles, est-ce que ça a perduré parmi vos missions? La dimension sociale, puisque c'était d'abord le but de l'association, à côté de ce côté culturel, de ce côté patrimonial, c'est
c'était aussi comment dirais-je, le but. C'est une association sociale qui vient en aide à ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas que c'était des gens de maison qui n'avaient pas de grands moyens à l'époque. Il n'y avait pas non plus toutes ces aides qui nous sont portées par l'État en personne de RSA, de tout ce que nous avons. Il n'y avait même pas de sécurité sociale. Donc il fallait qu'elles se réunissent pour pouvoir faire face aux vicissitudes de la vie. Donc, comment dirais-je, aux vicissitudes de la vie. Donc cette association garde toujours ce sens social d'aide. D'ailleurs, durant le Covid, les cuisinières ont confectionné des masques pour donner tant à la police, tant au personnel hospitalier, au personnel d'EHPAD. Elles ont confectionné ces masques, parce que chez les cuisinières, il y a des couturières, des petites mains qui savent faire plusieurs choses. Donc c'est aussi le but de l'association, c'est aussi de prendre part aux choses qui peuvent concerner le pays, je veux dire socialement. S'il y a distribution d'eau, comme on l'a fait à Capesterre après comment dire, nous avons amené ce que nous pouvions à Capesterre après les intempéries, etc., etc. Enfin, je prends des exemples qui me viennent comme ça à l'esprit, mais c'est vrai que c'est d'abord, nous faisons, et nous sommes là aussi pour faire du social, d'entre nous aussi, d'entre eux, puisque il y a des hommes aussi, un souci, nous sommes là pour soutenir, pour venir en aide, c'est aussi. Très bien. Alors, Ronnie, aujourd'hui, en fait, le thème d'aujourd'hui, c'est comment sauver nos associations loi 1901. Alors, je te pose la question justement sur les questions de gouvernance. Et est-ce que j'imagine, même si vous êtes soutenu, puisque vous êtes une association de renom, que les difficultés sont les mêmes. Les difficultés, sont les mêmes. Pour la question de l'accès au financement, la question de l'accès au financement, sur la question de la gouvernance aussi, pour faire en sorte que votre association soit stable, parce que 108 ans, il faut durer. Hein. Donc, quelle est la recette des cuisinières? Alors, la recette, elle est simple, hein. C'est d'être vrai, déjà de un. Et puis, je pars du principe que lorsqu'on adhère à une association, on ne peut pas... c'est comme si, vous savez, quand vous faites un contrat de travail, vous êtes embauché, vous êtes tenu par ce contrat qui vous dit, etc., vous avez des règles et des devoirs. Dans cette association, c'est vous qui venez de vous-même. Il faut faire toucher du doigt cette personne qui vient à l'association, que vous êtes venu de vous-même. Et qu'une association ne vit pas seulement avec le président, sa secrétaire, etc. C'est tout le monde qui fait cette association. Et que tout le monde doit prendre part. Une association aussi, il faut, ce que je conseillerais aux gens, aux jeunes associations, c'est d'abord de montrer ce que vous savez faire. Il faut faire. C'est vrai qu'il faut demander des aides, c'est vrai qu'il faut, comment dirais-je... demander des subventions, etc. Mais il faut faire déjà entre vous de si petits moyens, avec vos petits moyens. Association veut dire presque famille. Association signifie que nous mettons ce que nous pouvons pour faire avancer cet ensemble familial. Faites, démontrez ce que vous savez faire, démontrez ce que vous savez faire, et vous verrez que les autres vont vous suivre tout naturellement. D'autres personnes viendront, vous aurez des souteneurs, vous aurez des gens. Il faut que la cause soit une cause juste, une cause qui puisse intéresser notre société, et d'abord démontrer, et ensuite faites vos demandes, vous avez fait ceci, vous avez besoin d'aide. Et je pense que c'est très important déjà de dire de démontrer ce que l'on sait faire, de ne pas toujours attendre. Les gens viendront avant. Vous voyez, chez les cuisinières, il y a des foires qui sont organisées, j'organise des foires, des sorties, des choses comme ça. Pour faire, il faut faire travailler une association. Et puis une association, c'est une forme d'entreprise, mais ce n'est pas une entreprise d'État. Il faut faire tourner. Monsieur Théophile, quand on vous entend, on comprend que tout est basé sur le bénévolat. On est d'accord? Oui, c'est déjà sur le bénévolat. Il y a énormément de bénévolat dans une association. Aujourd'hui, nous avons des associations qui possèdent des entreprises. Ça permet à l'association d'avancer parce qu'on suit ça. Enfin, mais ce genre d'association qui est nôtre, que toutes les associations soient de danse, etc., c'est du bénévolat avant tout. Et aujourd'hui, est-ce que le bénévolat est toujours d'actualité? Ah oui, c'est toujours d'actualité, oui. Ça dépend comment on présente la chose. Ça dépend comment on présente la chose. Le bénévolat est toujours d'actualité. Bon, c'est vrai qu'il souffre qu'il a quelques griffures quelquefois, parce que bon, dès qu'on entend, par exemple, moi, quand je dis c'est pour l'association des cuisinières, mais tout de suite, on me dit je vous fais un devis. C'est pas un souci. On travaille pour ça. On n'est pas là pour gagner de l'argent, il n'y a pas de salariés, etc. L'argent a tourné. Mais c'est vrai que le bénévolat, entre autres, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Est-ce que c'est une question de tranche d'âge?
Est-ce que c'est une question de transparence? Non, Oui, pas du tout. par Parce que rapport nous aux avons... bénévoles. Non, pas du tout. Parce que vous savez, je parraine beaucoup d'associations de jeunes. Ok. Beaucoup d'associations de jeunes. Et ils se mettent ensemble avec leurs petits moyens quand ils veulent faire, pour quelle que soit la chose. Soit pour la musique, soit pour la danse, soit pour autre chose. Mais ils prennent des initiatives, ne serait-ce qu'au niveau, je sais pas moi, le Festicoral. Regardez, c'est des jeunes. C'est un jeune qui a mis sur pied cette association de jeunes pour le Festicoral et pour d'autres choses. Nous avons plein d'autres associations de jeunes, oui, ça marche. Et peut-être même plus, je dirais, quelquefois, chez les jeunes, hein, parce qu'ils sont très volontaires. Hein. D'accord. Et à ce moment-là, comment vous faites, à part les subventions, comment vous faites pour soutenir financièrement l'association? Les cotisations? Oui, il y a des cotisations qui servent de fonds, naturellement. Il faut un fonds de roulement. Et avec ces cotisations, autour de cela, on organise soit des déjeuners, des foires, comment dirais-je, des déjeuners champêtres. Il y a plein de petites choses à faire autour. Est-ce que cela suppose que vous êtes suffisamment nombreux? Il y a combien d'adhérents dans votre association aujourd'hui? Nous sommes plus de 180 dans l'association. 180 et la cotisation est de combien? Et de 30 euros. 30 euros. Donc le calcul est vite fait. Oui, il est vite fait. Mais au départ, ça a commencé doucement. Chaque métier, ça commence. Il y a toujours un début à tout. Et puis après, les gens y adhèrent parce que ça démontre que vous faites un travail. D'accord. Monsieur Théophile. Automatiquement, cela devient plus facile. Plus il y a de monde, plus cela devient facile, non? Monsieur Théophile, au niveau des aides, par exemple, est-ce que vous recevez des aides de la région, des autres EPCI sur des projets? Est-ce que vous répondez aussi à des appels à projets? Comment fonctionne l'association financièrement? Nous répondons à des appels à projets, nous recevons des aides pour ce que nous avons, pour les grosses manifestations, comme le centenaire ou peut-être les 110 ans, il y a sûrement un dossier de fait. Pour la mise en place de la maison des cuisinières, oui, il y a des dossiers qui sont en train de se faire parce que, bon, aujourd'hui, les cuisinières, c'est le patrimoine culturel de la Guadeloupe. Nous sommes entrés dans le comment dirais-je, dans le registre, dans le catalogue du patrimonial de la Guadeloupe. Nous allons bientôt, le dossier pour l'UNESCO est monté pour que l'association cuisinière puisse rentrer en tant que patrimoine immatériel de la société de l'humanité. Humanitaire, voilà, en plus. Et puis, mais au départ, il n'y avait pas tout cela. Il faut mener des actions. Elles n'étaient pas nombreuses, mais elles ont fait des choses. Ils vont manger, ils ont s'assis, ils ont fait cela, etc. Et petit à petit, ils prennent force. C'est comme ça, c'est ce que je vais vous dire. C'est petit à petit, c'est mon éclaircissement. Et qu'en est-il? Vous nous dites des dossiers pour l'UNESCO, etc. Donc, cela suppose des compétences particulières. Est-ce qu'elles sont toujours en interne? Des compétences particulières, cela suppose, madame, aujourd'hui 110 ans de culture, 110 ans de partage culinaire, 110 ans de maintien de notre culture culinaire. À travers ces 110 ans, déjeuner de 2 fois à l'Élysée, comment dirais-je, jumelage avec Sainte-Lucie, avec la Guyane, avec la Martinique, et aujourd'hui bientôt peut-être avec le Brésil, un partage de culture, et ceci sur plusieurs années. Plusieurs fois médaillés, plusieurs fois récompensés chez les cuisinières. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un palmarès, je veux dire 110 ans, c'est pas 108 ans, c'est pas 108 jours. Donc ça veut dire que vous donnez les moyens de votre politique. Nous donnons les moyens de notre temps. Mais vous savez, l'exemple vient d'en haut. Ces personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui avaient du courage, je crois qu'on donnait l'exemple. Et cet exemple est suivi. Cet exemple doit être suivi. C'est pour ça qu'il faut respecter ce que les aînés ont créé. On peut porter la modernité, la modernisation, les nouvelles lois font que, mais il faut garder en tête cette essence. Cette essence de la formation d'une association lorsqu'elle a autant d'années comme les cuisinières. Très bien. Ronnie Théophile, merci. Mais merci, on peut. Au cas fait un gros beau à tout le monde pour nous. Et de la part de Canal 10, au cas fait un gros beau à tout le monde au cas dit, tiens, fort, nous avec eux. Pas de problème. Vous savez, Canal 10, mais nous disons que toi, Canal 10, ça carré, nous pas besoin de. Tiens, bien, on va rappeler qu'ils sont dans l'Assemblée Générale Azote. Donc, bonne réunion. C'est bon. C'est bon, il est parti. Voilà, on va saluer l'arrivée de Prisca Mélion-Rinette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Voilà, tu vas présenter ton association. Ensuite, on rentre directement dans le débat. Ah ben voilà. Oui. Entrer en matière très. Ah ben oui, très courte. Oui, je suis très contente d'avoir cette opportunité de présenter de nouveau Amalgame Humanis. Ouais.
qui est une association pas plus si jeune que ça, alors pas aussi vieille que celle de René Théophile, mais qui a quand même 32 ans cette année. D'accord, c'est bien. Voilà, ça fait 32 ans que j'officie dans cette association. Et pour répondre à Madame, oui, il faut des bénévoles. C'est une association loi 1901 qui a été mise en place par Violette Blanche Barba, qui est décédée le 2 janvier. Notre doyenne nous a laissé à 104 ans. Et c'est une association qu'elle avait mise en place avec ses collègues enseignants, dirigeants d'établissements scolaires, donc chefs d'établissement, assistantes sociales aussi, il y en avait 2, 3 et beaucoup d'enseignants retraités. Alors oui, ils étaient bénévoles parce que je pense qu'ils avaient l'opportunité aussi d'avoir les moyens d'être bénévoles. Je pense que c'est une grosse difficulté de nos jours. Et ils avaient mis en place cette association pour permettre aux jeunes méritants, donc les bons élèves, mais issus des quartiers très défavorisés de Pointe-à-Pitre, puis de sa ceinture, puis de la Guadeloupe, et même jusqu'à Saint-Martin, d'avoir accès à des voyages, dans un premier temps, et aussi aider les familles dans l'achat du matériel scolaire ou le financement des études supérieures. On l'a fait pendant 27 ans. Et au 25 août 2019, Docteur Million de France, donc sa fille aînée, a pris le relais pour transformer l'association doucement, puisqu'elle est issue du médical, n'étant pas enseignante, a glissé vers une structure qui est un peu plus tournée vers le social maintenant. Précédemment, ma tante, Madame Gers, Marie-Josée, aussi enseignante, avait perpétué le travail d'amalgame avec 256 membres bénévoles. C'est énorme. Pour une petite association de quartier, c'est quand même beaucoup. Ah oui, c'est bon. Et c'est une association qui a perdu les 3/4 de ses membres au 1er novembre 2019, quand nous avons ouvert la ligne d'écoute anti-haine et discrimination LGBT, qui est une ligne d'écoute portée, en tout cas c'est une initiative du préfet, donc c'est le premier appel à projet auquel on a répondu. On a été sollicité. À la base, ce n'était pas notre choix. On a découvert les appels à projet comme ça et on a remporté cet appel à projet. Ça nous a fait perdre des membres parce que les anciens membres, pas forcément homophobes, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est parce qu'ils venaient aussi, en tant que retraités, passer du bon temps entre aînés avec les petits-enfants. Nous, on a une association, on a des membres comme Georges Tarrea qui venait avec sa fille, son petit-fils, c'est les enfants de son fils, de son petit-fils, pardon. On est sur une structuration transgénérationnelle. On a perdu des membres parce que les gens vous disent, outre le fait que ce soit une thématique qui était quand même à l'époque, il y a quand même presque 4 ans maintenant, difficile chez nous, elle était aussi un peu moins festive que les déjeuners champêtres qu'on faisait. Vous avez dévié de l'objet. Voilà. Donc, je pense que les gens, s'ils s'inscrivent dans les associations, s'ils trouvent un intérêt. Voilà, c'est la deuxième chose. Donc oui, il faut des bénévoles. Oui, il faut qu'ils aient un peu les moyens. Parce que je pense que donner de son temps, c'est donner aussi de son énergie. Et quand on consacre plus d'énergie à savoir ce qu'on va manger demain, on n'a pas beaucoup de temps à donner aux autres. Je pense qu'il y a aussi une réalité sociale. On va revenir vers toi, je tutoie. Hein. Alors, je vais juste rappeler quelques chiffres qui sont préparés par notre ami Gilles Casimir. Alors, les associations en Guadeloupe, c'est 8990 associations. Ça, c'est les chiffres de 2022. Et dans différents secteurs, et le secteur qui l'emporte le plus, c'est le secteur culturel avec 24,6%. Alors, il y a énormément d'associations qui sont à vocation, qui vont embaucher aussi, parce qu'il y a ce volet-là. On a parlé de bénévolat, mais il y a des associations aussi, comme celle de M. Philomène, qui ont des salariés qui font vivre des gens. Donc, alors là, on estime les bénévoles déjà autour de 72 000 bénévoles, et il y a 900 associations qui emploient. D'accord ? Donc, ça permet un peu de voir un peu le tissu. Et voilà. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que nous allons faire une photographie de la situation d'aujourd'hui, puisque là, on a parlé d'associations qui fonctionnent bien, qui ont pas de difficultés, et celles qui souffrent, celles qui souffrent, celles qui sont en crise de ce fameux bénévolat, et d'autres aussi qui peinent, qui sont obligés de rentrer dans d'autres logiques, puisque au niveau des collectivités, le robinet est fermé. Beaucoup de nos collectivités sont en panne elles-mêmes, donc il n'y a que 4 collectivités qui sont en santé, en capacité d'avoir un budget pour les associations. Les autres, soit donnent un concours au niveau logistique, soit utilisent les associations aussi pour faire de la politique,
Et ce qui cause des fois des problématiques au niveau dans des hameaux, dans les villes. Alors je vais me retourner avec M. Philomet et M. Citadel pour qu'on puisse voir un peu par rapport à comment ça se passait avant, quand il y avait des associations, la dynamique du bénévolat, comment on entrait en association. Et aujourd'hui, puisque vous officiez encore aujourd'hui, quelles sont les différences notables? C'est dû que assez souvent on entrait en association. Par rapport à sa famille, on avait un frère ou bien on avait le père qui était dans l'association. Donc on était attiré par cette association. Donc on se retrouvait dans l'association à faire des choses. Mais là, il n'y avait pas d'autres tentations qui étaient à côté. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas portable, il n'y avait pas tout. Tu avais plus ou moins cette activité que tu faisais. C'était soit le foot, soit la culture, tu faisais du théâtre, tu faisais plein d'activités autour de ça. Il y a plein de tentations actuellement qui empêchent aux enfants d'être dans une association. Parce que quand tu es enfermé dans ta chambre, tu as tout le monde avec toi dans ta chambre, tu n'es pas attiré par les associations. Parce que tu te retrouves avec plein de choses qui t'empêchent de sortir. J'ai l'exemple bien simple. Je suis le président de la fanfare. On a des membres qui sont à Port-Louis, qui sont à Petit-Canal, qui sont aux Abîmes, qui sont Pointe-Noire, Petit-Bourg. Quand on a répétition, ces gars-là doivent mettre de l'essence dans leur voiture pour sortir, pour faire le trajet, pour venir en répétition. Et ils ne sont pas dédommagés. Donc je cherche le système plus ou moins pour les dédommager de leur essence, leur déplacement. Ce n'est pas toujours évident. Ceux qui vont venir, c'est parce qu'ils sont vraiment impliqués, ils sont vraiment intéressés, passionnés par la chose. On a une prestation, il pleut. On est obligé d'appeler chaque personne pour dire, il ne faut pas te déplacer parce qu'il pleut, parce que s'il vient au spectacle, il n'y a pas de spectacle. Il s'est déplacé pour rien. Donc, il y a plein de choses qui font qu'il faut tenir compte de l'évolution de la chose. Et comment fonctionne l'association? Justement, l'association fonctionne très bien parce que tu as des bénévolats, tu as des gens qui sont passionnés et qui ne regardent pas la difficulté du déplacement et la difficulté de faire. Donc ils sont là par passion. Le plus souvent, il faut que la passion prenne le dessus pour être... Donc alors, quand on est passionné, on doit accepter de financer tout ce qui concerne cette passion. Tout à fait. Voilà. Donc est-ce que justement, nous, l'idée c'est d'aujourd'hui, c'est de se poser des questions. Et je vois quand même, dans ce qu'il dit qu'il cherche des solutions pour pouvoir financer le défraiement de ses adhérents. D'accord. Donc il y a plus que le bénévolat, parce que ça veut dire qu'en fait le bénévolat, est-ce qu'il ne faut pas le payer? Est-ce qu'il ne faut pas le bénévolat, en principe, tu ne dois pas enlever des sous de ta poche. D'accord. Est-ce que c'est ce que mais ça veut dire? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible du tout. C'est ça. Il faut toujours qu'il y ait un dédommagement. Mais avant, les gens faisaient... Sans compter. Sans compter. Mais maintenant, l'euro, tu es obligé de compter chaque centime, chaque pièce que tu as. Et ça fait la difficulté des associations. On va faire une pause pub et on revient juste après dans notre thème. Voilà, nous revoilà après cette pause de réclame. Alors aujourd'hui, nous parlons des associations. Le thème est le suivant, c'est comment sauver nos associations loi 1901. Alors, il s'agit de parler de gouvernance, il s'agit de voir les avantages et les inconvénients, il s'agit aussi de voir la question de la mutualisation. Est-ce que les associations utilisent? Est-ce qu'il y a au monde des fédérations? Par exemple, des groupes de carnaval se mettent-ils ensemble pour pouvoir peut-être acheter un bien, pour acheter, je ne sais pas, un véhicule? On loue des bus, pourquoi pas acheter un bus? Voilà, il y a plein de questions. Est-ce qu'on utilise vraiment ces éléments? Il y a les unions d'associations, il y a les fédérations. Nous avons aussi ce statut de loi 1901. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il correspond? On dit qu'on ne doit pas faire de bénéfices, on ne doit pas... voilà, est-ce que ce statut-là correspond à notre tissu social? Aujourd'hui, on parle d'économie sociale et solidaire. Est-ce que certaines associations ne devraient pas être transformées en entreprises? Peut-être, pourquoi pas en coopérative? Peut-être il faut imaginer des solutions de ce type-là. On a beaucoup de questions sur le financement. Les collectivités, les robinets sont fermés. À sec, plus rien.
Maintenant, débrouillez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des déjeuners champêtres, on fait des foires au gâteau. Si on doit faire un déplacement, comme les amis de M. Citadel, s'ils doivent sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Un sponsoring. Voilà, on fait une cagnotte litchi. Oui. Tout le monde se bat, on l'essaie. Pourquoi pas passer par un système aussi de prélèvement automatique au lieu de mettre une cotisation début d'année et de peut-être de faire en sorte d'imaginer un fonctionnement. Et notre ami Steve, sur la question du budget, quel est le budget de fonctionnement de France Assos? On va poser toutes ces questions-là aujourd'hui. Donc voilà, je vais me retourner vers M. Philomène, qui lui, non seulement est président d'association, mais président d'une fédération d'associations. Alors, est-ce que c'est une chose aisée de faire comprendre à des présidents d'associations que si on est regroupé, c'est plus facile? Est-ce que quand on est regroupé sur la question de la montée en compétences, parce que c'est ce qu'on dit, quand il y a des appels à projets, il faut être en capacité de rédiger, de répondre à ces appels à projets. Est-ce que la solution de France Assos répond à toutes ces problématiques, attendu que vous avez des employés qui sont dédiés à cette cause? On a une employée. Mais je vais répondre à ta question, le dernier volet de la question, parce que tu as posé plein de questions. Là, je vais tenter de répondre à quelques-unes, mais je voudrais, avec ta permission, ton autorisation, revenir sur ce que j'ai entendu de Théophile, de Prisca, de M. Citadel, et même de toi-même qui parlait de bénévolat. Pourquoi je dis ça? Parce que quand le législateur, en 2001, a permis à la société, n'est-ce pas, de mettre en place des associations, à l'époque, l'esprit c'était que il y a des gens qui peuvent se mettre ensemble, qui se sont déjà mis ensemble parce que les associations existaient déjà, et le législateur a voulu formaliser ça. Et dans la loi 1901, tu l'as dit, il est dit qu'on ne peut pas faire de bénéfices. C'était ça l'esprit, parce que c'était encore possible à l'époque de l'association de Théophile, et même toi, la pérennité est un petit peu moindre, mais tu as dit que c'était vraiment le bénévolat à l'époque, hein, parce que ça pouvait encore se faire. On était dans une éducation, dans une culture où c'était le don de soi, c'était se préoccuper d'autrui. C'est pas tout à fait fini, mais c'est pas aussi important que maintenant. Je veux dire pourquoi. Donc, nous étions élevés comme ça. Donc, tout naturellement, on pouvait se réunir autour de centres d'intérêt communs pour pouvoir mettre en place des associations autour de centres d'intérêt communs, autour de problématiques, de problématiques structurelles ou conjoncturelles, de problématiques émergentes. Et là, tu as bien dit qu'au niveau de la Guadeloupe, les associations qui sont en majorité, ce sont les associations culturelles. Parce que dans les statuts, on pouvait mettre simplement nous sommes associations culturelles et sportives. Ça revenait tout le temps. Associations culturelles et sportives. Et ça te permettait de faire plein de choses. Ça permettait à Théophile de faire des foires, de faire des dîners, tout ce qu'il a raconté. Et ça permettait de rentrer des sous. Actuellement, les choses ont changé. Les choses ont évolué. Et que les associations, parce que les problématiques se complexifient, ils demandent à ce qu'il y ait un financement des actions et des activités. Ce qui fait que les présidents d'associations sont obligés de s'entourer d'experts, de gens qui ont une compétence pour pouvoir leur permettre, n'est-ce pas, de faire de répondre à des appels à projets ou même faire des actions d'envergure qui évoquent, qui appellent, n'est-ce pas, un budget. Et si le président n'est pas en capacité de faire ça, il est obligé de faire appel à monsieur l'expert comptable. Hein? Donc, alors, pour venir à l'association que moi je préside, qui est France Assos Santé. France Assos Santé, c'est une union d'associations. C'est l'union, alors je parle de l'union nationale, l'union nationale des associations agréées du système de santé. Et cette union-là, nationale, a une déclinaison dans divers départements de France et de Navarre, si on considère qu'on est Navarre, donc de la Guadeloupe. Et nous, ici, nous sommes une union régionale. Union régionale qui, au sein de notre union, il y a les mêmes associations agréées,
parce qu'il faut être association agréée de santé pour faire partie de France Asso Santé. Alors on en a 14, je t'ai dit, qui sont des associations qui sont impliquées dans des problématiques de santé, dans des pathologies, dans aussi le médico-social, dans le social, n'est-ce pas? Et là, notre mission à France Asso Santé, c'est de former, d'informer, surtout d'informer les usagers en santé sur ce qui concerne le droit en santé. Parce que il y a une loi, la loi Kouchner, qui date de mars 2004, qui permet aux usagers d'avoir des droits. Pourquoi cela? Parce que dans les années 90 en France, il avait été constaté, et les associations de malades avaient bien constaté que les soignants, les sachants de la santé avaient un certain pouvoir qui était tout à fait naturel du fait de leur expertise. Quand tu es médecin, que tu as fait 10 années d'études, tu as un pouvoir incontestable. Et que ce pouvoir-là, je prends l'exemple de médecin, mais c'était les infirmiers, tous les soignants, avaient un pouvoir peut-être consciemment ou inconsciemment, et ils étaient en surplomb par rapport aux usagers. Il y avait une certaine frustration de la part de ces usagers qui se sont regroupés en association et qui, toujours dans les années 90, entre 96 et 98, se sont regroupés en collectif et ils les vont gaouler. Et ils ont fait ce qu'on a appelé les états généraux. D'accord. Les états généraux de la santé, en Guadeloupe aussi, il y a des réunions des états généraux. En fait, ce sont des instances de contrôle et de dialogue avec voilà, qui cherchent à donner le pouvoir aux usagers. D'accord. Pouvoir qui n'en avaient pas, maintenant ils l'ont eu avec la loi dont je parle, c'est la loi Kouchner. Pourquoi Kouchner? Parce que là où il y a les gaoulés, c'était Kouchner qui était en tête à ça. Kouchner n'était pas encore ministre. Et quand en 2001, Kouchner est devenu ministre, il était tout à fait à l'aise de porter ça au niveau du gouvernement. Il a présenté ça, ce projet de loi, et ce qui fait que le projet est passé. C'est un projet qui donne beaucoup de droits. L'intérêt pour ces associations d'être en union fédération, la différence c'est que la fédération, c'est un groupement d'associations avec des objets différents, et l'union, c'est le même objet. Quel est l'intérêt concrètement pour ces associations? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? L'intérêt, c'est que les problématiques sont diverses et diversifiées. Mais quand, surtout en métropole, mais nous, on le fait, je vais dire pourquoi on le fait, on tente de le faire, parce que moi, ça fait quelque temps, peut-être 6-7 ans, que je suis à France Asso Santé. J'étais simplement au conseil d'administration. Mais maintenant, j'en suis le président, et ça ne date que de 7 mois. Donc, en son président en rodage. Donc, quand je dis j'essaie, maintenant, on donne un nouveau ballon à France Asso Santé, justement, pour faire connaître tous ces droits, mais pour aussi faire en sorte que les associations qui sont regroupées chez nous puissent ensemble, quand il y a un souci, quand il y a une problématique, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas au niveau de la gestion de la santé, ça nous permet de faire des plaidoyers. C'est-à-dire, ensemble, nous pouvons venir des autres, parler de ça, ou alors on peut écrire. Voilà. Très bien. Alors, on va aller voir M. Citadel justement sur les questions de... Puisque toi, tu as une expérience de différentes associations, de création d'initiatives. Quand il dit initiative, ça veut dire que pas tenir au monde pour voir ça vous fait d'abord, c'est les autres qui mettent en place. Donc, justement, dans le temps, au niveau, par exemple, une association comme Mangrove, là, qui est un groupe de carnaval, avec plus de 300 personnes, quelles sont, quand on a des problématiques financières, parce que M. Philomène a bien expliqué les choses, avant, ça veut dire que, dans nous, là, ces associations-là, c'est moi qui suis président, c'est quasiment un siège social. Maintenant, toutes les associations veulent un local. Qui dit local, fournit loyer, fournit payer l'électricité, faut payer l'assurance. Donc, nous, ça génère déjà, de fait, ce qu'on appelle des charges fixes. C'est bien ça, monsieur l'expert comptable? Ok, d'accord. Alors, justement, pour arriver à traiter ces questions-là, parce qu'il y a des associations qui ont des loyers de 600, 1000 euros par mois, comment on fait? Ça dit que c'est l'épine dans les pieds, ça. Le loyer.
Parce qu'on est Et on veut avoir un local, on est confronté. avoir une identité. C'est Oui, ça tout à fait. Mais la question du je local. trouve effectivement qu'une association a des activités, plein d'activités, le loyer est dû et pris en charge par les collectivités, par les différentes Mais il y a pas d'argent. organismes. Trouver le moyen de le faire. Mais à Mangrove, là, tu es obligé d'organiser, comme vient de dire, des foires culinaires, des différentes activités pour payer le loyer qui est de 600 € tous les mois. Parce que si tu regardes bien, il y a l'électricité. Oui, On est l'électricité. autour, Tu payes, à peu près faut autour de payer 800 l'eau. € de charge fixe, même plus, par mois. Donc tu es obligé de faire des activités tout le temps, tous les mois, de manière qu'il y ait des entrées d'argent pour pouvoir juste payer le loyer. Parce que ce n'est pas les adhésions des membres qui fera que pour payer le loyer. Donc il faut être tout le temps en mouvement. L'association doit avoir des activités tout le temps pour avoir des entrées d'argent pour pouvoir payer les loyers. Juste le loyer. Il faut rappeler qu'avant aussi, les gens avaient de grandes vérandas. Comment on a là, tout le monde a tout payé. Oui, parce que le plus souvent, plus de promiscuité. tu peux plus faire ça parce que ton voisin va t'attaquer, va dire tu fais du désordre chez lui, tu l'empêches de dormir. Donc il y a tout ce qui vient autour d'eux qui empêche Vous de avez des s'avancer. charges fixes aussi. De quel niveau? Très important. Nous avons 5 salariés D'accord. depuis maintenant 3 ans. C'est quoi le budget de fonctionnement à peu près? Alors ça dépend. Cette année, l'an dernier, on est quand même allé sur un budget qui était à il y a 2 ans, plus de 200 000 €. Ah ouais. Parce que la ligne d'écoute, c'est une chose, mais une fois qu'on a reçu l'appel, on a, on avait 2 lignes d'écoute jusqu'au 25 février. On a passé la ligne d'écoute prévention suicide à l'ARS, qui l'a récupérée, mais nous en avions fait la demande parce que les personnes ne trouvaient pas toujours de réponse sur les lignes nationales, parce qu'il y en a qui sont créolophones, anglophones, donc quand on parle que français, c'est compliqué. Là, on a rendu la ligne, mais on s'occupe encore des ateliers en milieu scolaire, on s'occupe encore de rappeler les personnes pour les orienter, puisqu'on est essentiellement maintenant des médecins, infirmiers, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, infirmières bénévoles. Sauf que ça reste que du travail en plus de ce qu'on fait déjà au quotidien, sachant que notre métier est celui des l'autre. Les charges fixes sont énormes. Nous, pour le moment, on est dans cette transition d'association de quartier qui n'avait pas besoin de moyens, puisque l'association, le siège social est encore dans l'immeuble familial. On a un local mais qui servait à l'époque à recevoir les publics, parce qu'on ne pouvait pas les recevoir chez ma grand-mère. Maintenant, ce local devient une charge, puisqu'on ne reçoit plus les publics, on va vers, puisqu'on a des profils assez préoccupants. Donc on ne peut pas mettre non plus, on ne peut pas surexposer nos secrétaires, elles ne sont pas formées pour ces publics-là. On a aussi du tout venant. L'activité culturelle que l'on avait a été fortement impactée par le Covid, puisque notre ligne est apparue le 1er novembre 2019, juste après il y avait le Covid. Donc pendant 3 ans on n'a rien fait. Donc tout ce qu'on faisait en termes de fêtes, les gens ont oublié ça. Maintenant on sait qu'on est une association de référence préfectorale pour les personnes de la communauté LGBT, pour la prévention suicide et maintenant pour tout ce qui est parentalité et autres, donc les thématiques d'action sociale. Il n'en reste pas moins que faire du bénévolat quand on est infirmière, qu'on a fait déjà une journée de 4h à 10h, ou des fois de 4h à je ne sais plus quelle heure, plus les appels, parce qu'on est bénévole, on reçoit les appels sur nos téléphones personnels ou professionnels, puisque ce sont des lignes qui sont envoyées sur une ligne quand on est de permanence. C'est extrêmement lourd. On a perdu beaucoup de membres aussi à cause de ça, parce que c'est une charge que de s'occuper des problématiques dans un Covid qui était très anxiogène, parce que les gens étaient enfermés chez eux. Je vais rappeler à personne ici que le Guadeloupéen aime être dehors. Il aime les soirées, il aime le divertissement, il aime la rencontre, il aime les bisous, il aime les câlins. Ah oui. On a été privés de tout ça. Ça a généré énormément de troubles du comportement chez les très jeunes. On a des bébés qui n'arrivaient pas à parler parce qu'il y avait le masque. Parler, c'est un mimétisme. Donc on a perdu ça. C'est énormément de problématiques qui sont venues, tomber comme ça sur une association qui était très familiale, puis très amicale, et maintenant qui se professionnalise. Ce que M. Philomène dit me parle, parce que je pense qu'une union départementale, des associations, mais de ce type, avec des lignes d'écoute et autres, on n'est pas si nombreux que ça. C'est très compliqué. On commence à travailler avec la Guyane, qui a sa propre ligne d'écoute. Enfin, c'est une charge émotionnelle, mentale, mais surtout financière, que nous, on tente. On vient aussi ici pour trouver des réponses, mais qu'on tente, nous, de juguler en mettant en place des formations
puisque les professionnels de chez nous ne sont pas formés pour accompagner des publics particuliers. On les forme et donc on est payé pour ça. C'est une manne financière. Steve, j'ai l'impression d'entendre le fonctionnement d'une entreprise. Est-ce que justement tu peux rappeler justement sur la question comptable, les obligations des associations et surtout les questions fiscales aussi? Alors les associations loi de 1901 doivent respecter principalement 3 critères pour ne pas tomber sous le coup de la fiscalisation, c'est-à-dire qu'elles soient obligées de payer des impôts commerciaux tels que la TVA, l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc le premier critère, c'est qu'en principe, elles ne doivent pas être dans un marché concurrentiel. Ou du moins, elles doivent être positionnées sur un marché où la concurrence, il n'y a pas vraiment le marché ne satisfait pas vraiment la demande. Comme disait madame, par exemple, le marché de la ligne d'écoute, c'est un marché qui n'est pas satisfait par le marché privé. Donc à ce moment-là, une association a tout son rôle pour pouvoir intervenir sur le marché et ne tombe pas sur le coup de l'imposition. Le deuxième critère, il faut que la gestion des dirigeants de l'association soit désintéressée. Et c'est là que c'est là qu'il y a la difficulté. Basta blague. J'ai une question. Il y en a qui le font. Vas-y, Question. On est loin du Je te bénévolat. donne un exemple. Voilà l'exemple. Il y a des encadrements sportifs. Oui. C'est-à-dire, chaque mercredi après-midi, il y a des jeunes qui sont sur un stade. Il y a le gars qui part de chez lui pour encadrer ces jeunes-là. Il part, l'éducateur. Il reste pendant 3 heures de temps sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, vu avec le président, la quantité de temps qu'il a passé avec les jeunes, soit dédommagé sur ses impôts, par exemple? Alors, il y a une jurisprudence, oui, tout à fait. En fait, il y a une jurisprudence qui tolère un défraiement ou une indemnité des bénévoles ou des membres du conseil d'administration à hauteur du 3/4 du SMIC brut par mois. Au maximum, oui, c'est possible. C'est 700 à 800 euros. Oui, ça prend à peu près 800 euros. Ouais. C'était la loi Sarkozy, c'est ça, du moment de Sarkozy qu'on avait mis cette loi-là. Je sais qu'il me semble que c'est une jurisprudence, mais c'était effectivement pendant la présidence de Sarkozy. Je pense qu'il y a plein d'associations qui ne sont pas au courant. Donc, tout à fait. Soyez informés pour ça. Je pense que si ça existe, il y aurait eu moins de jeunes dans la rue. Tout à fait. Il y aurait eu plus de personnes disponibles pour encadrer ces jeunes-là. Parce que s'il y a quelque chose à gagner, avoir envie d'être président, c'est ça que tu veux dire. Après, pour moi, c'est rarement le président qui joue ce genre de rôle. Les 3/4 des associations, même du secteur de l'action sociale, les présidents sont des personnes qui étaient du social, qui sont retraitées, ou des personnes qui ont du temps, en fait. Ceux qui sont sur le terrain, généralement, ne sont pas au conseil d'administration, ils n'ont pas ce temps-là. C'est pas possible, c'est trop d'engagement. Voilà. Nous, on fait remonter les besoins à notre conseil d'administration, qui eux vont chercher les appels à projets nécessaires, mais là on est en train de réfléchir à voir comment, quelqu'un en a parlé, comment faire de cette association qui est Amalgame Humaniste un noyau dur, et qu'Amalgame soit à l'origine de la création de d'autres structures qui, elles, ont le droit de faire des levées de fonds ou d'avoir plus de salariés ou d'avoir une activité commerciale. Pour moi, c'est très très dommageable et très contraignant que de se dire qu'on ne vit que des subventions. Moi, la première chose que l'on m'a dit quand j'ai été formée par des personnes qui avaient l'habitude de faire, c'est aucune subvention, je parle de subvention, aucun financement public, sauf si on est une structure médico-sociale. Et même là, maintenant, ça a changé, parce qu'il fut un temps, on avait un agrément pour 90 ans. Maintenant, il faut faire les renouvellements d'agrément, même pour une structure qui prend en charge, une structure de placement d'adolescents, par exemple. On doit refaire les demandes d'habilitation pour pouvoir continuer l'activité. On en est quand même là. Donc les jeunes traînent dehors, non pas parce qu'il n'y a pas de volonté de faire. Les jeunes traînent parce que la structuration administrative est à ce point lourde que les gens arrêtent, en fait. Il y a des structures qui ne ferment pas parce qu'elles n'ont pas d'argent, c'est qu'elles ne peuvent plus être dans cette contrainte administrative et rédactionnelle et à la fois être disponibles pour le terrain. Moi, je suis entre les deux et très sincèrement, j'en ai fait des cheveux blancs. Steve, tu peux finir le troisième critère. Oui. Alors, le troisième critère, c'est-à-dire que l'association
ne peut pas réaliser de bénéfices. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que la trésorerie qu'elle va dégager suite à l'obtention de subventions de son activité, cette trésorerie-là ne doit pas être placée, par exemple, sur des placements, sur des marchés financiers. Cette trésorerie doit être utilisée pour financer des nouveaux projets associatifs. L'autre point. Voilà. Mais sinon, on ne peut pas en principe utiliser ces fonds-là pour spéculer ou investir dans des programmes immobiliers. Je reviens vers M. Citadel, Charles. Un déjeuner champêtre, ça rapporte quoi exactement? Combien à peu près? Un déjeuner champêtre, ça dépend. Pour une association de 300, 400 membres. Ça peut ramener 5 000, ça peut ramener 4 000, ça dépend de... Attendu que la loi dit qu'une association ne doit faire que 6 manifestations dans l'année. Oui. Est-ce qu'on respecte vraiment ça? Non, c'est pas respecté. Payante. Oui, d'accord. Est-ce que c'est pas respecté parce que j'avais un projet avec la municipalité de Sainte-Rose d'autoriser une association à faire une fois culinaire par mois. Il y a des associations. Dans un espace dédié, il faudrait que... bien spécialisé. Et tu te retrouves avec des associations qui font au moins trois fois culinaires dans un mois. Non, mais là, vous devenez des cuisinières, là. C'est une activité commerciale qui rapporte le plus vite possible. Activité commerciale. Cette activité-là, le fois culinaire, ça rapporte énormément. Et ça marche toujours. On est autour de combien? 600, 700 euros de bénéfices? Oui, 700 euros de bénéfices, à peu près. Alors, la famille vient soutenir les gens le plus souvent. Quand tu vois maintenant, de moins en moins, faire manger ce soir. Alors, juste une question. On avait parlé de, justement, tu as dit, ce sont tes mots, qu'on est obligé de faire des manifestations toute l'année. Ça travestit un peu ce que disait Prisca au départ, où on est ensemble. Là, on est obligé, parce que le président a une obsession, je dois boucler le budget, je dois payer le loyer, je suis obligé de faire des manifestations. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une autre, dans une dynamique qui n'est plus la dynamique d'antan, où on était là pour suivre nos velléités, nos besoins? Je réponds à M. Philo. Moi, je peux? Donc, ça dit que, tu sais, tout a changé, on n'est plus comme... avant, maintenant tout change. Donc tu es obligé de créer, de faire des choses. Tant bien pour l'association aussi, parce que ça fait connaître l'association. Maintenant, tu as plein d'associations qui ont trouvé tendance. Maintenant, nous organisons soupe. Organisons soupe dans la soirée parce que la soupe est devenue d'actualité. Donc tu vends des soupes, tu vends de la soupe, automatiquement, tu as une entrée d'argent. Même sur les questions d'hygiène et tout ça, sur les questions de... parce qu'il y a des restaurateurs qui font des soupes. Vous êtes en train de quelque part aller grappigner sur leur... C'est très fréquent parce que sur cette cause, il y a plein de restaurants qui font la gueule. Je m'étonne. Pas de marché concurrentiel. Parce que tu as un marché concurrentiel avec les foires culinaires qui les empêchent de vendre des repas, de vendre des trucs comme ça. Mais le plus souvent, c'est pas toujours contrôlé. Voilà. Celui-ci vient avec sa petite cocotte, sa petite canarie pour le professionnel, il y a la chaîne du froid. Oui, la chaîne du froid. Il faut qu'il ait... voilà. Claude, et ensuite, il faut très rapidement sur ça. Il faut qu'on se dise qu'il y a divers types d'associations. On va retenir 2 catégories. Les catégories telles que ton association, M. Citadel, et d'autres qui sont déjà beaucoup plus structurées, qui doivent répondre à des appels à projets pour pouvoir vivre. Quand tu dis que tu es obligé, je ne pense pas que ce soit le mot exact. Moi, j'aurais plutôt dit que tu es contraint. Parce que ton association doit même vivre. Il te faut avoir des entrées d'argent, des produits. Et tu es presque contraint à faire des actions, des activités qui permettent une entrée d'argent. Oui. Et puis pour les plus grosses, alors, parce que l'intitulé de ton émission aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sauver les associations. Moi, ça sera dans le deuxième volet. Le deuxième volet. Bon, d'accord. On va y arriver. C'est une question qui est très très large. Oui. Et, donc la semaine prochaine, si vous êtes disponible, parce que justement on va parler de la manifestation de Priscap, est-ce que tu peux en parler? Je dois parler d'une manifestation moi aussi. Mais vous aurez le temps de parler de tout ça rapidement, mais on se reverra pour parler des solutions, parce qu'il y a énormément de solutions.
Vous allez voir Est-ce tout qu'on a ça. commencé un petit peu avec les formations? Voilà. Si tu peux parler de ton événement, s'il te plaît, Yann va mettre l'image. Alors, écoutez, Amalgame se lance de nouveau essaie de développer sa activité culturelle, de le faire vivre. Donc le Didico Live, donc Didico synonyme de brunch, sauf qu'on met nous Didico parce qu'il n'y aura peut-être pas par exemple, qu'il n'y aura pas de viennoiserie, par exemple, on va manger un peu plus local avec des fruits, des légumes de saison. À l'ancienne. On a à l'ancienne en fait, et parce qu'on est aussi une structure médico-sociale, enfin, en tout cas à vocation médico-sociale, donc on sensibilise aussi sur la façon avec laquelle les gens mangent. Et ça s'appelle Les Violettes, puisque c'était le prénom de notre... C'est un hommage aussi à ma grand-mère récemment décédée, qui se fera à l'espace Bélia à Duquéry Petit-Bourg. L'entrée n'est que de 15 € volontairement parce qu'on a invité les centres sociaux, on invite aussi toute personne voulant passer une journée en famille. Il y aura 2 pôles, un pôle live donc avec Tessiva qui est une jeune artiste qui fait partie des artistes du Terre de Blues de Marie-Galante cette année. Donc on est quand même sur une jolie pointure. Elle est entre le jazz caribéen et la soul. Elle a une jolie voix. En plus, pour ne rien gâcher, c'est une thérapeute par la voix. Donc là, c'est son activité aussi. Et ça, je trouve ça très appréciable. Donc elle va faire ce live, mais qui aura vocation pour les familles présentes à avoir un moment de détente transgénérationnelle. On a aussi des ateliers le matin avec moi-même en sophrologie, Isabelle Rousset qui va faire des activités physiques adaptées. Donc une personne âgée pourra avoir cette même activité avec son petit-fils ou sa petite-fille, et une jeune maman pourra, dans son porte-bébé, avoir le bébé avec elle. C'est une propriété qui appartient à M. Bélia et qui a donc une rivière. Donc on a un de nos éducateurs spécialisés qui est sur une baignade. Donc les parents pourront laisser les enfants au bain et bénéficier d'un peu de temps pour eux. Je pense que c'est important. Le burn-out familial, le burn-out parental est extrêmement répandu chez nous. On adore nos enfants, mais on est fatigué. Et je pense qu'avoir des endroits comme ça où on peut se dire je l'amène avec moi et il sera pris en charge. Donc je pense que les gens, il faut qu'ils l'entendent. L'enfant sera pris en charge, qu'il ait 2 mois, qu'il en ait 20. Il peut avoir, voilà. Alors vous pouvez téléphoner au 06 90 17 19 81. Vous tomberez sur 06 90 17 19 81. C'est moi qui répondrai parce qu'il faut réserver et les ateliers et le repas. Très bien. C'est 15 €, c'est pas cher pour les enfants, c'est 10, c'est ça? Voilà, c'est 10 pour les enfants, 15 pour les adultes. C'est de 9h à 18h à l'espace Bélia ce 20 avril. C'est un samedi. Charles voilà, il est bien. Monsieur Philomène, pour une idée là. Dans l'actualité. Alors, l'événement dont je dois vous parler et que je présente à tes téléspectateurs, c'est un séminaire que France Asso Santé organise le 20 de ce mois, et ça va se dérouler à Salaco Zénitude. Ce séminaire-là, c'est toute la journée. C'est où Salaco Zénitude? C'est où? Salaco Zénitude, c'est à Gosier. Gosier, d'accord. Oui. Et, Salaco, disons Salaco, maintenant on a ajouté les Zénitudes. Oui. Donc, la thématique, c'est l'expression des usagers pour ce qui concerne les plaintes et les réclamations dans les établissements sanitaires et sociaux, dans les établissements sanitaires plus exactement. Très bien. Et pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la loi Kouchner a donné des droits. Comment? On n'a plus le temps. Rapidement. Oui. Il y a un droit important qui a été donné, c'est le droit de s'exprimer sur ce qui concerne les réclamations et les plaintes dans un établissement de santé. Donc, durant toute la journée, on va parler de ça. Il va y avoir des experts, il y aura un avocat, il y aura un cadre de santé de l'hôpital. Il faut s'inscrire? Comment? Il faut s'inscrire? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Il faut s'inscrire. Alors, très important, s'inscrire. Alors, vous allez sur le site de France Asso Santé, sur le Facebook, vous allez sur le Facebook de France Asso Santé, il y a les programmes, il y a aussi comment s'inscrire. Ça va se passer en présentiel, on peut s'inscrire pour le présentiel, aussi par visioconférence. Très bien. Et à ce moment-là, il va y avoir, dès que vous mettez votre mail, on vous envoie un lien et vous pouvez suivre ça par visio. Le 20. Parfait. Le 20. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 9h le matin. Très bien. Bonne initiative. Donc, vous êtes tous invités. Si vous ne pouvez pas venir, à ce moment-là, vous nous regardez, vous pouvez intervenir aussi. Est-ce que le replay sera disponible? Oui, le replay sera disponible. Très bien. Bon, chers amis, Steve, merci.
Oui, merci à toi, Patrice. Et puis, La semaine prochaine, on parle des solutions. Des solutions. tout à fait. Donc, vous allez entendre Stevie un peu plus la semaine prochaine. Deuxième On va épisode. s'aimer les entrepreneurs inarrêtables. Toujours d'actualité, on organise une masterclass 25, 26, 27 et 28 avril. La thématique est à l'opposé de celle qui a été présentée aujourd'hui, mais on voit bien qu'on a besoin d'argent pour fonctionner. Donc on peut gagner plus d'argent aujourd'hui, c'est possible. Très bien. 4 jours. 25. Mais ceci, Voilà. j'ai entendu dire qu'il y a un livre qui se prépare, parce qu'il raconte l'histoire de sa vie et de toutes ses expériences. Un numéro de téléphone si on veut te contacter. 06 90 35 71 50. Trop vite. Reprends. 06 90 35 71 50. Super. Et le 21, on est en prestation musicale, c'est la fête de la musique. Oui. Bien. Vous êtes tous conviés. L'orchestre de la fanfare à Sainte-Rose. Très bien. C'est la fête de la Il joue musique. le tout, hein. J'ai déjà écouté, il joue le tout. Et le 14 juillet, on est à Viard, pour la fête de Viard. Très bien. Merci à Yann pour la réalisation. Merci Prisca. Merci prochaine. à tous. La semaine prochaine, on reprend. Là, on va parler des solutions avec d'autres invités. Il y a des bons, hein. On pourra mettre plein de monde. On va y aller. Allez, bon appétit à tout le monde. Merci. De nous avoir écoutés et regardés. Merci.